Alors, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont arrivées. On va attendre du coup un petit peu, il est 9h pile. On va attendre une petite minute 30, le temps que tout le monde se connecte. En attendant du coup que tout le monde arrive, je vais commencer à faire les présentations. Alors, je suis Sarah Guéraud, associée du groupe Fidéliance. Je suis en charge du coup de l'animation du pôle développement durable. Et je suis ravie aujourd'hui de présenter ce webinaire Société à mission, un cap, nouveau cap du coup pour l'entreprise. Et je remercie du coup, Anne Mollet, Axel Denier et Florence Vozion d'animer du coup avec moi ce webinaire et de partager du coup leur expérience sur cette nouvelle qualité société à mission. Donc merci du coup à vous trois d'être avec nous. Donc, je vais d'abord commencer par une présentation d'un webinaire, une présentation du coup des grands principes de la société à mission. Et ensuite, nos témoins échangeront du coup sur leurs bonnes pratiques, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les questions sur cette nouvelle qualité. Alors, je vais vous présenter du coup Anne Mollet, directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Axel Denier, représentant du groupe Elsimail, et Florence Vozion, représentante du coup de Elsimail Environnement et membre du coup du comité de mission d'Elsimail Environnement. Donc je vois qu'on est à peu près, je pense que pas mal de monde commence à arriver. Donc je vous propose de démarrer une courte présentation d'à peu près entre 5 et 6 minutes des grands principes de société à mission. Et ensuite, on laissera la parole à Anne, Axel et Florence pour partager leur expérience. Alors n'hésitez pas du coup pendant ce webinaire à utiliser le chat questions-réponses. On essaiera de vous répondre au fur et à mesure de cette présentation, soit par oral, soit par écrit. Et essayons de tenir un timing d'à peu près 45 minutes. Et bien sûr, on aura un partage de questions-réponses également à la fin de cette présentation. Ça marche? On démarre? C'est parti. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Très bien. Donc, du coup, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir du coup le support. Hop. Ça démarre. Toc. Alors là, j'ai déplacé mon petit truc là. En diapo. Voilà. Normalement, ça doit être. Ça doit marcher. Non. Alors, toc. Parfait. Très bien. Bon, ça marche. Donc, alors pourquoi du coup, d'où vient cette nouvelle qualité société à mission? Donc, la loi Pacte a publié du coup cette nouvelle qualité dans son code civil, et notamment du coup, il y a eu un grand événement qui a un peu qui a changé aujourd'hui la définition de la société. C'est cet article du coup 1833 du code civil qui précise que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça, c'est une grande avancée dans la définition d'entreprise qui intègre aujourd'hui ces nouvelles thématiques. Alors, cette qualité société à mission a été recommandée dans le rapport Nota-Sénar, qui précise notamment que la raison d'être se définit comme ce qui est indispensable pour remplir l'objet social, c'est-à-dire le champ des activités et l'entreprise. Donc, en fait, la base, la première étape du coup de société mission, c'est de définir cette raison d'être. Alors, quelques exemples aujourd'hui. Donc, il y a bien sûr des grands groupes qui se sont transformés, notamment Danone, qui a pour raison d'être apporter la santé à l'alimentation au plus grand nombre. Et notamment aussi également la Maïf, qui est un grand représentant également des sociétés à mission,
qui précise que convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. Donc cette raison d'être, c'est la première étape du coup de la qualité de société à mission. Alors juste une précision, hein, société à mission, ce n'est pas un changement de forme juridique, vous gardez toujours vos formes juridiques actuelles, mais du coup c'est une nouvelle qualité que nous offre aujourd'hui du coup cette loi Pacte. Et donc cette raison d'être, du coup voilà, elle est totalement liée aujourd'hui à la culture du coup de l'entreprise, à son projet, à son histoire, à ses valeurs. Et doit répondre aux attentes des parties prenantes actuelles et futures. La première étape du coup pour devenir société à mission, c'est d'inscrire du coup dans les statuts sa raison d'être. Donc aujourd'hui, le Code civil a également été modifié et précise que du coup la raison d'être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Alors, comme c'est une force aujourd'hui de la société à mission, que la raison d'être, du coup, soit inscrite dans les statuts, car elle implique, bien sûr, la validation des actionnaires, elle pérennise, du coup, un réel projet d'entreprise et elle transforme, du coup, vraiment son modèle. Donc ça, c'est vraiment la première étape clé d'inscrire, du coup, dans ces statuts, du coup, sa raison d'être. Et on inscrira également, du coup, dans ces statuts, les engagements pour répondre et atteindre cette raison d'être. Ensuite, vous devez mettre en place un comité de mission. Donc, c'est le code de commerce du coup, qui précise la constitution de ce comité de mission. Et du coup, ce comité va avoir pour rôle du coup, de piloter du coup, les actions qui vont être mises en œuvre par l'entreprise et du coup va évaluer et également du coup les actions qui ont été mises en œuvre. Donc ce comité de mission au minimum doit être représenté par 2 salariés de l'entreprise, mais du coup pour qu'elle soit réellement pertinente, il faut que ce comité de mission du coup intègre également des experts, des parties prenantes du coup de l'entreprise, pour qu'elle ait un réel poids, si je puis dire, au sein du coup de la gouvernance de l'entreprise et pour qu'elle joue son rôle du coup de comité de pilotage. Alors, ensuite, vous avez du coup l'étape des engagements. Donc, du coup, les engagements qui sont inscrits dans les statuts de l'entreprise. Et du coup, ces engagements, ce sont les objectifs opérationnels qui vont être mis en œuvre pour atteindre cette raison d'être. Alors, bien sûr, ces engagements doivent être en cohérence avec votre activité. Il faut que ce soit du coup des promesses concrètes pour les parties prenantes. Et du coup, voilà, à partir de ces engagements, vous allez du coup en mettre en place du coup, des actions concrètes. Si on prend par exemple quelques bonnes pratiques Patagonia, notre entreprise existe pour sauver la planète, ces engagements sont de fabriquer du coup des meilleurs produits, minimiser son impact environnemental, utiliser l'entreprise pour protéger la nature, ne pas se contenter de solutions existantes. Et à partir du coup de ces engagements qui sont inscrits dans les statuts, il va y avoir du coup des objectifs opérationnels, des actions qui vont être mises en œuvre pour les atteindre. Et du coup, tout ce processus doit être publié au sein du coup d'un rapport que doit émettre du coup le comité de mission qui va du coup évaluer voilà, si les objectifs du coup ont bien été atteints. Donc bien sûr, il y a la mise en place d'indicateurs qui vont être importants et ce rapport est présenté à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Donc du coup, c'est un rapport annuel. Et pour donner du coup de la force aujourd'hui du coup à ce rapport, un OTI, un organisme tiers indépendant, doit être nommé pour contrôler ces activités. Et du coup, va donner un avis du coup sur l'efficacité des actions qui ont été menées. Donc bien sûr, il va s'appuyer sur ce comité de mission et va du coup donner du coup une réelle transparence du coup dans la qualité de ce rapport. Alors aujourd'hui, voilà, le rôle de l'OTI est en train encore d'évoluer, hein, donc il va y avoir du coup un nouveau décret qui va bientôt sortir.
mais du coup, dans les prochains jours. Donc, voici, donc, voilà, je voulais vous présenter un petit peu les différents points clés du coup de la société à mission, mais vous serez beaucoup plus convaincus par l'intervention de Anne, Axel et Florence, qui vous montrent, qui vont témoigner du coup sur leur expérience. Donc, je vous propose de démarrer du coup par cette table ronde. Je commence par Anne. Est-ce que tu peux te présenter? Réactive mon micro. Bonjour à tous. Donc Anne Mollet, je suis directrice générale de la Communauté des entreprises à mission, qui est une association qui rassemble qui a pour but de promouvoir ce nouveau modèle d'entreprise et qui rassemble à la fois des entreprises, des sociétés à mission, donc celles ayant réellement fait leur changement statutaire, ainsi que des sociétés en chemin. Donc voilà. Alors je suis désolée parce que là c'est les joies du direct du télétravail, vous voyez. Donc pendant 10 minutes en fait, je pense qu'il y aura un peu de bruit. Donc c'est désolée. Donc est-ce que Axel peut se présenter et on fait à l'envers. Je suis navrée, mais ce sont les joies du direct du télétravail. Pas de souci, Anne. Bonjour à tous. Donc moi je suis Axel Denier, je suis le représentant du groupe Elsimail. Nous sommes une société de conseil et d'ingénierie, avec plusieurs sociétés au sein de son groupe, et j'en suis le représentant. Et du coup, je suis accompagné de ma collègue Florence, que je vais laisser se présenter également. Bonjour, donc moi c'est Florence Vaution, donc je suis responsable de BU, donc d'une équipe de 25 personnes au sein d'Elsimail Environnement, donc qui, comme son nom l'indique, travaille dans l'environnement. Très bien. Peut-être du coup, Axel et Florence, est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi du coup Elsimail a choisi du coup cette nouvelle qualité de société à mission? Bien sûr. Alors c'est une démarche qui a été initiée en début 2019 par notre PDG, puisqu'on a vraiment une volonté au sein du groupe de jouer un rôle moteur pour l'environnement et puis d'avoir un projet fédérateur entre les différentes sociétés du groupe. Et donc, logiquement, avec les valeurs historiques des collaborateurs d'Elsimail Environnement, on s'est tourné vers cette société pour leur proposer cette aventure. Et il y a eu, une sorte d'adhésion immédiate de la part du management d'Elsimail Environnement. Et puis, les collaborateurs ont suivi sans vraiment se poser de questions derrière. Donc, c'était vraiment l'idée de fédérer autour d'un projet commun et puis de valeurs qui nous sont fortes comme la protection de l'environnement. Très bien, parfait. Du coup, Anne, est-ce que tu peux donner du coup quelques chiffres clés? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, donc, comme je disais tout à l'heure, je suis désolée, il y a un peu de bruit dans le couloir. Donc, la communauté des entreprises à mission, c'est 170 membres. Donc, on sent bien vraiment une accélération de l'intérêt pour ce nouveau modèle. Pour ce nouveau modèle d'entreprise qui est plus contributeur au bien commun, on va dire. Et qui existe depuis, globalement, la loi Pacte, comme tu l'as dit, Sarah, a un peu plus d'1 an, mais le décret d'application concernant la société à mission a tout juste 1 an. On est 1 an après ce décret d'application. Donc, on a un peu de recul sur la matière, allons-nous dire. Et alors, hier, on a organisé un e-talk à Bercy. On a été invité par la secrétaire Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, pour présenter les premiers résultats, on va dire, de l'Observatoire des sociétés à mission. Donc, quelles sont les premières sociétés à mission en France? Ton micro est désactivé. Voilà. Je vous envoie le lien pour accéder justement à cet observatoire et au baromètre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'aujourd'hui, au 31 décembre 2020, il y avait 88 sociétés à mission en France. Donc, 88 en un peu plus d'1 an. Donc, globalement, c'est assez rapide, surtout quand on regarde le dernier trimestre. On a une augmentation de 60%. Et hier, on a dépassé la barre des 100 entreprises qui sont passées sociétés à mission. Donc, ça y est, le mouvement prend de l'ampleur. On a fait un pari avec Olivia Grégoire de 10 000 sociétés à mission dans 5 ans. Donc, voilà. Et ce qui est très intéressant de noter aussi, et parce que tu l'as dit, Sarah, tu as présenté 2 grandes entreprises comme exemple, Danone, qui est la première société à mission du CAC 40, et Patagonia, qui, elle, n'est pas société à mission, mais qui est plutôt sur la raison d'être.
en fait, c'est un mouvement qui est porté essentiellement par les TPE-PME. Globalement, 2/3 des sociétés à mission sont dans des entreprises qui comprennent moins de 50 salariés. Donc, la dynamique, le mouvement émane vraiment des TPE et PME. Et ce qui est normal parce que ça prend du temps de devenir société à mission, tu l'as rappelé tout à l'heure. C'est le temps de s'interroger sur l'identité de son entreprise, de développer vraiment une vision singulière et exigeante. En fait, les entreprises mettent entre 6 mois et 18 mois pour formaliser cette mission et déposer les statuts. Et après, la vraie vie de la mission commence réellement. Et donc, les ETI et grandes entreprises, on les verra plutôt plus tard, on va dire. Et là aussi, ce qui est très intéressant de noter, c'est que en fait, c'est un modèle qui rassemble toutes sortes, tout type d'entreprises, que l'on soit une entreprise traditionnelle qui souhaite faire pivoter son modèle d'affaires et vraiment entrer sur un chemin de transformation plus contributif au bien commun, justement, ou qu'on ait déjà une mission intrinsèque à son entreprise. Bon, on pense notamment aux coopératives et aux mutuelles, voire même l'ESS au sens large, mais qui ne représentent en fait que 11% des sociétés à mission aujourd'hui. Bon, c'est 2 fois plus important que la moyenne française, mais globalement, le mouvement, en fait, encore une fois, ce sont les entreprises traditionnelles qui se disent, en fait, globalement, on a d'autres choses à faire. L'entreprise est beaucoup plus large que faire du profit. La mission d'une entreprise est beaucoup plus large que faire du profit, et l'entreprise a un rôle politique à jouer et doit s'engager à résoudre les grands défis sociaux et environnementaux. Donc, je pourrais rentrer plus en détail si vous le souhaitez tout à l'heure sur la répartition géographique, les secteurs d'activité. On a vu pas mal de choses dans cet observatoire, mais voilà, donc je vous ai mis le lien, je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Super. En tout cas, merci beaucoup, Anne. Alors, peut-être, du coup, Axel et Florence, est-ce que vous pouvez nous préciser, du coup, la raison d'être des CIMAI, ses engagements et comment, du coup, vous êtes arrivé à cette réflexion-là? Je te laisse l'honneur, Florence. Ouais, je vais le dire, parce qu'on a mis longtemps à la trouver, cette raison d'être. Ouais. Donc, la raison d'être, c'est conscient que la planète est notre bien commun, nous appliquons et encourageons les meilleures pratiques environnementales dans une démarche éthique et collaborative. En fait, dans la raison d'être, ce qu'on voulait, on a interrogé tous les collaborateurs sur… en fait, on avait construit un petit questionnaire avec plein de questions où ils devaient imaginer si la société était un personnage, ce serait lequel et pourquoi, etc. Enfin, il y avait plein de petites questions comme ça. Et l'idée, c'était d'identifier quelles étaient nos valeurs principales. Et en gros, ce qui ressortait, la première grosse valeur, c'était bien évidemment l'environnement, parce que c'est notre métier. Et en fait, on est tous quand même personnellement déjà engagés sur cette thématique. Et après, les 2 valeurs principales qui sont ressorties, c'était le travail collaboratif, qui est très important dans l'entreprise et qui est très important pour tous les collaborateurs, et le côté éthique. Donc, en gros, après, il a fallu mettre tout ensemble dans un checker pour sortir notre raison d'être. Et je vois des questions, notamment une sur est-ce que le modèle de la société à mission est un modèle français? Oui, c'est un modèle français et on peut en être fier. Et un modèle français qui est en train d'être suivi au niveau européen. Et donc la France pourrait être le fer de lance de ce nouveau modèle, de ce nouveau capitalisme à l'européenne, et en finir avec Milton Friedman globalement. Et trêve de plaisanterie, les Pays-Bas sont en train de s'inspirer de la loi Pacte pour une loi qui devrait sortir en 2021. Et le Parlement européen, on est en train de travailler avec le Parlement européen justement sur cette question-là. Donc, bientôt, un capitalisme à l'européenne initié par la France. Super, une belle tendance. Alors, du coup, peut-être, Axel, est-ce que vous pouvez reprendre juste un petit peu le métier du coup d'LCMI Environnement? Alors, LCMI Environnement, c'est une société de conseil et d'ingénierie dans tous les métiers de l'environnement. Donc, en gros, on accompagne les collectivités publiques, les agglomérations, mais aussi des clients privés comme les industriels sur toute la gestion des énergies, le traitement des eaux et des déchets,
globalement, l'économie circulaire, on essaye vraiment d'aider et d'accompagner nos clients dans les meilleures pratiques environnementales et on agit en tant que consultant ou en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage ou encore comme maître d'œuvre pour installer, par exemple, des nouvelles productions d'énergie ou mettre en place des plans de déchets. Là, Florence sera plus à l'aise que moi pour en parler parce que c'est directement son métier. Mais voilà, globalement, c'est ce qu'on fait chez LCMI Environnement. Très bien, super. Peut-être, Anne, quelques points de bonne pratique ou de pièges à éviter quand on essaye de construire sa raison d'être et du coup de définir ses engagements? Comme l'ont très bien dit Florence et Axel, c'est un moment collaboratif. C'est vrai que généralement, quand on se lance dans cette démarche, une entreprise se lance dans cette démarche, c'est quasiment toujours le dirigeant de l'entreprise qui impulse cette démarche. Donc, on est vraiment dans une démarche de vision d'entreprise, de stratégie d'entreprise. On est bien plus haut que la RSE, on va dire. Ça encapsule la RSE, mais on est vraiment sur qu'est-ce qu'on veut. Quand on se pose la question de la raison d'être, on est plutôt sur qui je suis et à quel futur je veux contribuer. Voilà. Que je veux contribuer à bâtir. Et quand on travaille sur ces objectifs, on se pose la question de quels engagements je prends pour y arriver. Et donc, c'est bien le fait de mêler les deux qui devient intéressant parce qu'on est à la fois sur la vision et sur comment on y va. Et pour ce faire, là encore, quelques données de l'Observatoire. Les sociétés qui se sont lancées dans la démarche, donc c'est encore une fois toujours l'origine de la démarche vient du dirigeant de l'entreprise. La direction générale est très très souvent impliquée dans la formalisation de la mission et les salariés et les actionnaires sont consultés dans la plupart des cas. Voilà. Et donc comme vous l'avez fait chez LCMI. Et par contre, on imaginait que c'était plus que ça, mais les parties prenantes externes, dont les clients, ne sont pour l'instant impliqués que dans 2 cas sur 5. Et alors que justement, c'est vrai que avant d'être à la communauté d'entreprise à mission, je dirigeais une société que j'ai menée sur le chemin d'entreprise à mission. Et le fait de challenger la mission, donc le corpus de mission, raison d'être et objectif avec des parties prenantes externes a vraiment été un moment très précieux parce que ça permet d'avoir cet effet miroir et les parties prenantes externes nous poussent à aller plus loin et nous donnent confiance dans le fait que c'est important de se lancer sur le chemin de la société à mission. Donc, d'où le rôle du comité de mission qui intègre. Voilà, le comité de mission, ça c'est une autre chose. Et là aussi, on le voit dans l'Observatoire. Le comité de mission, par contre, fait la part belle à l'externe, puisque 4 entreprises sur 5 intègrent des parties prenantes externes, au moins une partie prenante externe, à son comité de mission. Donc là, si la formulation de la mission est plutôt faite en interne, là, dans le comité de mission, donc dans le suivi de la mission et dans la gouvernance de la mission, les entreprises intègrent plus facilement des parties prenantes externes, dont des experts, les chercheurs, des clients, des actionnaires, tout est ouvert. Les fournisseurs éventuellement, oui, tout à fait. Okay. Et du coup, Axel, Florence, alors votre comité de mission, comment vous l'avez pensé? Quel a été son rôle? Comment vous avez défini son rôle? Alors, on a suivi un petit peu la norme, hein, c'est-à-dire d'avoir au moins un représentant du groupe, un représentant de la direction de la société à mission et des représentants des collaborateurs. Donc, aujourd'hui, ce comité s'est défini assez naturellement au niveau de la représentation du groupe et au niveau de la représentation de la direction d'LCMI Environnement. Et au niveau des collaborateurs, en fait, on a tout simplement fait un vote avec un système d'élection pour pouvoir avoir nos deux représentants des salariés d'LCMI Environnement. Je ne sais pas si Florence, tu veux ajouter quelque chose, mais ça n'a pas été… On n'est pas certain aujourd'hui que ça soit la meilleure façon, mais en tout cas, ça nous a paru la façon la plus simple et juste de choisir quelqu'un. Ce n'était pas arbitraire en se disant ça sera un tel ou un tel. Non, en fait, juste pour compléter ce qu'a dit Axel, c'est vraiment ça en fait. Concrètement, on a sollicité les collaborateurs pour savoir qui
été moteur. On a eu pas mal de mains qui se sont levées. Et après, il fallait définir qui est monté dans le train du comité admission. Et du coup, là, on a demandé l'avis aux collaborateurs, ce qui nous paraissait le plus légitime, parce qu'ils devaient représenter justement les différents collaborateurs. D'accord. En fait, c'est un réel projet d'entreprise, en fait, réellement. C'est pour ça que, du coup, SIMA est vraiment rentré dans cette thématique-là, parce que c'est vrai que l'environnement, c'est votre métier de base, hein, donc du coup, vous êtes déjà baigné dedans, donc c'est vrai que ce côté entreprise à mission, c'était un réel projet d'entreprise que vous vouliez mettre en place. Oui, alors effectivement, pour répondre aussi à la question de Sophie, effectivement, LCMI Environnement, c'est déjà inscrit dans l'ADN. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est que l'intérêt du groupe, c'est on a planté une petite graine et on a envie que ça germe et de propager en fait toute cette culture, parce qu'on parle vraiment de culture d'entreprise et de culture groupe au sein des autres sociétés du groupe. L'objectif dans un groupe comme le nôtre, qui sommes un groupe familial, c'est quand même d'avoir une culture qui aujourd'hui est très hétérogène, qui soit homogène sur un certain nombre de points. Et on aimerait bien que la protection de la planète, en tout cas, ça soit un de ces points communs. Donc, on compte beaucoup sur LCMI Environnement pour réussir dans cette mission et propager cette culture au sein du groupe. Donc, effectivement, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour développer une culture, une cohésion et vraiment fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun, de s'engager, même si l'environnement, ce n'est pas vos métiers de base. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, effectivement, c'est le chemin qui est important. C'est sûr qu'entre une entreprise qui a sa mission intégrée dans son ADN et une entreprise plus classique, on ne part pas du même point. Mais par contre, ce qui est important, c'est justement la dynamique de progrès. Et c'est ça qu'on vise dans le cadre de la société à mission. C'est cette dynamique de progrès qui est commune. Donc, qu'on soit une entreprise effectivement dont les métiers ont trait à l'environnement comme une entreprise plus polluante entre guillemets, c'est important de se lancer. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit bien. Là encore, dans l'observatoire, quand on a posé la question des principales motivations de transformation, la première motivation pour les entreprises, mais qui est encore une fois la plus large, c'est la plus englobante, c'est adresser des enjeux de transition sociale, écologique et économique. Donc ça, c'est le numéro 1. Et après, qui est suivi derrière par préserver des écosystèmes naturels ou des biens communs, parce que quelle que soit son activité, en fait, les chefs d'entreprise ont envie de participer à ça. Enfin, ceux qui veulent s'engager, en tout cas, se disent qu'ils peuvent, même sur une activité traditionnelle, ils peuvent faire leur part. Et c'est ça qui est le plus important. Et aussi, autre point de motivation, c'est consolider les relations avec l'écosystème. Donc là, on parle de l'écosystème, chaîne de valeur, fournisseurs, clients, partenaires, tout confondu. Et aussi, point très important aussi de cette démarche, c'est la marque employeur et l'engagement des collaborateurs. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on est une société à mission, quand on est une entreprise engagée, on arrive plus facilement à recruter les talents. Je peux juste compléter, parce que du coup, en fait, on produit des études environnementales, on conseille pour être environnementalement plus en adéquation avec la planète, etc. Mais concrètement, ça ne veut pas dire qu'on a des comportements exemplaires non plus. Donc, OK, c'est notre métier de tous les jours, mais en fait, la dynamique donc, ça nous paraît naturel, en fait, d'aller dans cette dynamique. Mais en fait, la plus-value de la dynamique, elle n'est pas tellement là. C'est en fait un management d'activité. En fait, la première dynamique, c'est d'avoir en fait, c'est un guide, c'est une manière de manager l'activité. Ça veut dire qu'on va sensibiliser plus les collaborateurs à ne pas prendre la voiture ou des choses comme ça, ou alors qu'on est déjà engagé personnellement, au final, on a plein de gestes qui ne sont pas OK, ou plein de manières de manager notre activité qui n'est pas OK avec la dimension environnementale ou sociale. Et donc, il y a le management, comme on va le dire, sur la qualité, on va le faire d'un point de vue environnemental. Voilà. Et après, le deuxième point où je voulais juste compléter, c'est vraiment, surtout aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'engagement.
Tout le monde a besoin d'engagement, donc de rentrer dans une dynamique comme ça fait du bien à tout le monde et ça fédère toute l'équipe autour d'un projet commun. Et en fait, ça aussi, c'est hyper bien, ça donne une dynamique d'entreprise qui est super intéressante. C'était juste pour compléter. En fait, c'est pour renforcer ce que vous dites parce que c'est vraiment ce qu'on vit et c'est vraiment pour ça qu'on est rentré dans ce sujet. Sens aujourd'hui, du coup, à l'ensemble de l'entreprise. Alors peut-être, du coup, un retour d'expérience sur le temps passé quand même, parce que c'est une vraie réflexion, hein, du coup, cette raison d'être et du coup, la mise en place de ces engagements. Du coup, Axel, Florence, combien de temps à peu près ça vous a pris cette réflexion? Alors, au niveau de la direction, le temps de management, on ne l'a pas vraiment mesuré, hein. On s'est chacun investi de notre côté. Ça prend du temps, faut pas se le cacher. Et après, au niveau des équipes, on a mesuré à peu près un équivalent de 80 ETP sur l'année. Voilà. Donc, sachant que c'était pour définir notre raison d'être, nos engagements et mettre en route cette machine. Donc maintenant, il y a encore le travail derrière qui, pareil, hein, n'est pas. On ne se dit pas on doit y passer un jour par mois ou quoi que ce soit. On essaye d'avancer et de prendre le temps que ça doit prendre pour réussir. Très bien. Du coup, Anne, peut-être sur tout ce qui est thématique d'engagement, enfin, quelles sont un petit peu les bonnes pratiques. On a vu que ce comité de mission, hein, donc du coup, avait un vrai rôle. Il faudrait intégrer les parties prenantes du coup de l'entreprise et a un réel impact aujourd'hui sur ces engagements que donne, poursuivre du coup ces engagements. Qu'est-ce que tu pourrais donner du coup comme bonne pratique, enfin en tout cas pour que les entreprises de prendre son temps. En fait, on n'est pas dans un sprint, on est dans une course de fond quand on se lance dans cette aventure, on va dire. Donc, de prendre son temps pour bien formuler et justement faire participer l'ensemble de son écosystème, que ce soit donc les parties prenantes internes, donc les collaborateurs, parce que c'est un projet qui doit être porté par les collaborateurs. C'est essentiel. Donc, pour formuler la raison d'être, les objectifs associés, prendre son temps aussi pour bien choisir son comité de mission, son comité de mission, et puis aussi élaborer les déclinaisons des engagements, enfin des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels et en indicateurs de suivi. Et ça, c'est toute une démarche. Ça ne m'étonne pas que chez Elsima, il y a eu 80 jours d'équivalent temps plein, parce que c'est très prenant et on touche vraiment au cœur de l'activité de l'entreprise, à la stratégie, à la vision de l'entreprise. Donc, on est très loin d'une démarche marketing ou de communication. Il y a plein de méthodes autres pour faire la communication, mais celle-ci, c'en est pas une, parce que c'est un chemin très exigeant, puisque comme tu l'as dit, Sarah, par la suite, il y a le comité de mission. Donc, si on intègre des parties prenantes externes, on s'expose quand même quelque part. On expose sa stratégie et ses actions dans le temps. Et puis après, il y a la question de l'organisme tiers indépendant qui va venir vérifier le bon suivi de la mission et vérifier donc si les objectifs sont bien déclinés en objectifs opérationnels et comment ça se passe dans le temps. Donc, parce que du coup, cette mission a la vocation à être pérenne. On ne va pas la changer tous les 2 ans. Donc, du coup, il ne faut pas se tromper quand on se lance. C'est sûr que c'est par étapes. Hein. C'est vrai que la première thématique, c'est engagement, raison d'être. Ensuite, on attaque du coup les objectifs opérationnels. Et puis ensuite, les actions et les indicateurs, bien sûr, pour suivre toutes ces actions. Donc, du coup, sur cette thématique, du coup, Axel, Florence, sur la partie action, objectifs opérationnels, indicateurs, quelles sont du coup les questions que vous posez, les difficultés, les freins peut-être? Je vais donner la parole à Florence, mais je voulais juste rebondir effectivement sur ce temps passé, parce que je pense qu'il y a réellement un parallèle entre le nombre de collaborateurs de votre société et le temps à y passer. C'est important d'intégrer tous les collaborateurs, donc plus il y a de monde, plus ça prend du temps logiquement. Si vous êtes une société avec un nombre restreint, je pense que ça peut aller beaucoup plus rapidement. La remontée d'informations, les décisions peuvent se faire de façon plus simplifiée peut-être et plus rapide également. Oui, et ce qui est très important… Ah oui, vas-y Florence. Non, c'est pas grave, allez-y. Et ce que j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur combien d'entreprises cotées sur les 100 premières. Bon, dans les entreprises cotées, on a Danone, forcément, CAC 40. On a Réalité, qui est un groupe immobilier du SBF 120. Et encore une fois, en dehors de ces deux exceptions, on est vraiment sur un mouvement de plus petites entreprises.
On a aussi, dans les grandes entreprises, on peut les compter sur les doigts d'une main. Hein, donc, c'est Danone, c'est Maïf, qui a été le premier à se lancer. On a le groupe Rocher, InVivo, et j'en oublie un, mais ça va revenir. Oui, Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, c'est le plus gros. Et on a aussi des filiales de groupes qui passent société à mission sans pour autant que la maison mère soit société à mission. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est le cas, par exemple, d'Ecofi pour le crédit coopératif ou de Mirova pour BPCE. Et c'est-à-dire que globalement, ça montre qu'il y a tous les cas de figure. On va de la TPE de 2 personnes jusqu'à la grande entreprise en passant par des filiales. On voit vraiment de tout. Et à partir du moment en fait, où on est régi par le code du commerce, qui est, comme je le disais tout à l'heure, le point d'entrée en fait, de la société à mission. Enfin, voilà, la société à mission concerne toutes les entreprises régies par le code du commerce qui veulent s'engager dans cette voie. À partir de ce moment-là, quel que soit le type d'entreprise, on peut y aller si on est convaincu de ce rôle, justement, du rôle de l'entreprise comme étant le bon niveau et pour faire changer les choses. Ouais, super. Et du coup, Florence, sur le côté concret, aujourd'hui dans l'équipe, comment ça, enfin, est-ce qu'il y a eu des freins, du coup, des réticences, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont déjà été mises en œuvre? Alors, au niveau des équipes, en fait, tout le monde est très, très moteur. Justement, nous, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent participer et il faut arriver à trouver le juste équilibre en faisant participer un maximum de monde sans que ce soit trop non plus. Alors, ça fait peut-être bizarre de dire ça, mais faut pas que ce soit trop non plus. En fait, il faut trouver juste le milieu. Donc, nous, on a 5 politiques. Pour chacune des politiques, on a demandé qui voulait s'engager en étant référent. Donc, on a des référents de chaque politique. Et en fait, chacun devra œuvrer, proposer des actions, regarder avec nous les indicateurs pour faire évoluer chacune de ces politiques. Et les référents devront, eux, ça sera charge à eux de dynamiser ces actions auprès des collaborateurs et de les faire participer. Après, il y avait une question tout à l'heure sur les indicateurs, la difficulté. En fait, les indicateurs, je trouve que c'est un des trucs qui n'est pas facile. Autant définir la raison d'être, ça va. Définir nos politiques, je trouve que ça s'est fait assez naturellement parce qu'avec tous les questionnaires, on a réussi à tout structurer. Il a fallu en enlever un peu ou en réajuster ou modeler, mais ça a été un travail qui était assez facile. Les indicateurs, ça fait un moment qu'on réfléchit dessus parce qu'en fait, un indicateur, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit très clair, il faut qu'il soit représentatif, qu'il permette de vraiment évaluer, etc. Et il faut que ça ne nous prenne pas, que ça soit facile à trouver, en fait. Et ça, en gros, c'est pas si simple. Je trouve qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est sur les indicateurs. Et après, c'est juste un détail, mais en plus, c'est l'état zéro. Là, il faut qu'on définisse nos indicateurs à l'état zéro. Et l'état zéro, c'est l'année dernière. Et l'année dernière, elle est quand même particulière. Parce que typiquement, on n'a pas fait de déplacement ou très peu. Donc, c'est un référentiel qui est un peu voilà. Alors, c'est vrai que, alors, du coup, le Confidence du coup, est un organisme tiers indépendant. Alors, on n'a pas encore du coup le domaine d'extension officiel de la part de notre instance qui est le COFRAC pour réaliser du coup l'audit des sociétés à mission, mais du coup ça va bientôt venir. Et c'est vrai que du coup sur le côté indicateur, en tout cas ce que j'ai pu en voir au niveau des entreprises qu'on audite, c'est vrai que c'est pas si simple et il faut vraiment que ce soit des indicateurs qui soient opérationnels, très concrets, pour qu'ils soient du coup pilotés tous les jours, si je puis dire, presque, et que ce soit du coup un peu naturel, on va dire, de les suivre. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge aujourd'hui de trouver des indicateurs pertinents. Très bien. Peut-être du coup, Anne, peut-être des bonnes pratiques sur ce côté opérationnel, côté opérationnalité ou côté du coup indicateur. Qu'est-ce que tu as pu voir du coup au niveau des autres Oui, alors du coup, la difficulté que vous allez avoir, vous, OTI, au sens large, hein, on va dire, c'est qu'on est sur une matière très singulière. On n'est pas les objectifs opérationnels et les indicateurs de suivi seront propres à chaque entreprise. Et on trouvera effectivement, les OTI devront mesurer à la fois des objectifs quantitatifs, on va dire, et du qualitatif. Et donc, ce qui va un peu complexifier la démarche. Voilà. Mais c'est vraiment
le sens même et l'esprit de la loi Pacte, c'est que chaque entreprise s'approprie sa propre mission et ses propres indicateurs de suivi et son propre chemin et le rythme avec lequel il souhaite y arriver justement. Et donc du coup, ça va pour une ETI. Pour un ETI, suivre LCMI et suivre une autre entreprise, même dans le même domaine d'activité, ça ne va pas être la même chose. Et donc, du coup, c'est pour ça que, mais Sarah, tu pourras en parler mieux que quiconque, parce que tu participes au groupe de travail, justement, de l'AFNOR sur l'accréditation des ETI par le COFRAC pour élaborer un cahier des charges. Donc, tu es très bien placé sur ce sujet-là. Le cahier des charges n'est pas encore établi et donc il va l'être là très prochainement. Mais globalement, ça va être assez délicat et il faudra vraiment rentrer dans l'activité de l'entreprise pour pouvoir bien suivre et bien évaluer la mission au fil du temps. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grands groupes ont des obligations du coup, de faire des déclarations de performance extra-financière. On peut résumer du coup en un rapport RSE. Et du coup, il y a beaucoup de réflexions de sociétés qui se disent voilà, j'ai déjà une politique RSE. Est-ce que du coup, je me transforme du coup, en société à mission? Est-ce que c'est la même chose? Du coup, moi, je dirais que voilà, c'est vraiment une autre étape. On n'est pas du tout sur les mêmes types du coup, d'analyse. C'est pas du recyclage, si je puis dire, de la politique RSE, c'était ta mission, pas du tout, ce que tu me dirais, tu ne contredis pas, Anne. Donc, du coup, alors bien sûr, il peut y avoir du coup peut-être des indicateurs ou des actions qui peuvent être communes à une politique RSE, en tout cas des indicateurs de suivi. Mais en tout cas, voilà, c'est un autre type d'engagement. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut permettre aussi à des sociétés qui n'avaient pas démarré, si je puis dire, une politique RSE du coup, au sein de leur structure, du coup, de se donner un sens et du coup, en lien avec la partie prenante, tout simplement, et puis du coup, d'aller vers cette thématique-là. Très bien. Peut-être un mot de conclusion, du coup, de chacun. On voit qu'il est 9h42. Et puis après, on fera peut-être un temps de questions-réponses. Et qu'il y a aussi encore pas mal de questions. C'est vrai que ça passe vite, 45 minutes. Ça passe vite, 45 minutes. Un mot de conclusion, mais qui n'est que le début, en fait, qui est un mot de début plutôt qu'autre chose, c'est que on est tous au début du chemin, parce qu'encore une fois, on n'a qu'un an de recul et même pas. Donc, on est en train d'expérimenter ce nouveau modèle d'entreprise et on l'expérimente tous ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on est on est vraiment sur une innovation juridique, quand même. La loi Pacte est vraiment une innovation juridique et la qualité de société à mission aussi. C'est la première fois qu'on met au cœur de l'activité de l'entreprise des engagements sociaux et environnementaux. Donc là, on a passé un cap. Et d'ailleurs, on voit bien avec notamment le Covid a été un accélérateur en fait de ce mouvement. Parce que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs se disent c'est plus possible de continuer comme avant. Il faut qu'on fasse quelque chose et on peut plus tout attendre de l'État et c'est à nous de jouer. Voilà. Et pour toutes les raisons qu'Axel et Florence ont évoquées, il faut y aller. Mais on n'en est qu'au début et on espère bien faire grossir le mouvement et déployer ce mouvement qui, j'en suis sûre, a un très bel avenir. Moi, juste pour conclure et faire une ouverture en même temps, alors je trouve cette dynamique, elle est super. Enfin, cette nouvelle possibilité, elle est vraiment très bien pour les entreprises. Pour nous, ça a été très bénéfique d'un point de vue interne pour les collaborateurs. Et j'espère qu'il y aura aussi une dynamique entre les entreprises qui s'engagent et que ça pourra créer justement des liens entre les différentes entreprises ou des dynamiques communes ou des projets, que ça prendra une dimension beaucoup plus large en fait. Voilà, c'est l'ouverture. Moi, je rejoins Florence. Je pense que c'est vraiment important de travailler ensemble. Et puis, c'est aussi cool d'être dans les prémices d'un projet à très grande échelle parce que, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de limite à la propagation de ce virus. Celui-là, on l'espère en tout cas. Et en tout cas, on est vraiment content de s'être lancé dans l'aventure. Et puis, je vois qu'il y a quand même
pas mal de questions qui se posaient, donc on est aussi disponible, hein, je pense peut-être à travers la communauté, enfin l'association de la communauté des entreprises à mission, pour répondre plus largement à des questions, détailler nos engagements, les indicateurs, etc. C'est vrai que c'est un petit peu court d'aborder tous ces sujets sur 45 minutes. Donc, on aura certainement l'occasion de se rencontrer à nouveau à travers l'association. Super. En effet, du coup, je pense que c'est vrai qu'en 45 minutes, on ne peut pas tout voir. De toute façon, le support et du coup, cette présentation sera du coup disponible pour tous les participants. Et puis, c'est vrai que du coup, sur la communauté, hein, du coup, Anne, vous faites quand même pas mal de publications. Il y a quand même pas mal de documents qui sont en train de sortir. Donc, c'est le guide de l'AFNOR également, hein, ce guide de conduite qui est en train d'être élaboré. Donc, j'espère qu'il sortira dans plein de rédactions. Donc, j'espère qu'il sortira dans les prochains mois. Donc, ça aidera, du coup, je pense, beaucoup d'entreprises à s'y retrouver. Parce que c'est vrai qu'on se pose aussi des questions sur le rapport du comité de mission, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Voilà. Du coup, La bonne nouvelle, c'est qu'on va organiser, dans la communauté, donc on organise des groupes de travail avec des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et puis des conseils sur les différentes thématiques à craquer. Donc, tout donne lieu à des publications. Donc, vous avez les premières publications des groupes de travail sur notre site internet, que sont la raison d'être à la mission, l'évaluation de la mission, le start-up à mission. Donc, comment naît-on start-up, naît-on entreprise à mission au travers des startups. Et le prochain événement, qui sera la clôture du groupe de travail sur justement le comité de mission. Et on va faire un webinaire. Sarah, je te donnerai les éléments. Un webinaire sur le comité de mission en fin février, début mars, me semble-t-il. Voilà. Donc, avec une publication à la clé sur les premiers retours d'expérience des entreprises qui ont déjà lancé leur comité de mission et qui ont déjà entamé cette démarche. Ok, super. Je vois du coup que quelques questions, on va essayer de répondre du coup à quelques questions. Je vois une question du coup sur le côté, actionnariat. C'est vrai que quand on intègre du coup une raison d'être dans ces statuts, c'est certain qu'il faut que les actionnaires soient tout à fait en lien avec cette raison d'être et ces engagements, parce que c'est quand même eux qui vont après donner un avis à l'Assemblée générale. Donc c'est sûr, il faut qu'ils soient intégrés dans ce projet-là. Alors, c'est peut-être plus dur pour les sociétés cotées. C'est vrai qu'en effet, peut-être que, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne. C'est peut-être plus long, parce que nos sociétés cotées, forcément, on est plus gros, donc moins agile, on va dire. Mais que ce soit, tous les retours d'expérience qu'on a même de Danone, hein, voilà, qui a passé ce changement statutaire en assemblée générale. Je crois que c'est 98% des actionnaires qui ont validé ce changement statutaire. Donc, franchement, quand c'est bien préparé, il n'y a pas de problème. La Maïf avec sociétaire, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple d'actionnaires qui auraient bloqué le système sur ce changement et cette évolution. Pour autant, si tant est que ce soit des actionnaires plutôt de long terme, c'est-à-dire que globalement, on sait très bien que quand on devient société à mission, on peut faire des renoncements dans son activité, on peut avoir à faire des choix. Mais comme on le dit aussi, le renoncement d'aujourd'hui sont des profits de demain. Sont les profits de demain, et donc c'est savoir si on y va vraiment ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'exemple de sociétés qui n'auraient pas pu faire les changements statutaires parce que refus de la part des actionnaires lors de l'Assemblée générale. Très bien. Peut-être du coup, Florence Axel, je vois qu'il y a des questions quand même sur des actions concrètes, sur des indicateurs. Peut-être dans l'un de vos engagements, dans l'une des actions que vous mettez, est-ce que vous pouvez du coup préciser peut-être quelque chose de très concret qui pourrait du coup aider peut-être les participants à se dire du coup sur tel engagement, quelles sont les actions à mettre en œuvre? C'est une question piège. Non. Alors, sur un des engagements qu'on a mis, je peux donner un exemple si vous voulez. On en a 5. Ouais, on en a 5. Je vais dire, il y en a une des actions, c'est promouvoir auprès de nos clients des solutions vertueuses en matière d'environnement dans le cadre de leur projet. En fait, la difficulté de je prends celle-là parce que la difficulté, c'est que ce qu'on vend, c'est déjà en fait des missions environnementales et on s'est dit, mais on pourrait sûrement aller plus loin. Du coup, ce qu'on a proposé, c'est on insère on a appelé ça des variantes, mais en fait, des propositions d'amélioration environnementale dans
soit dans nos propositions commerciales, soit dans nos projets. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va construire un bâtiment, on va proposer d'utiliser des matériaux plus vertueux ou quand on va mettre en place des projets énergétiques, on va essayer d'aller vers plus de l'ENR ou des choses comme ça. Et après, de trouver les moyens de les diffuser en interne. Donc, on va mettre en place des groupes de travail ou des groupes d'échange sur les bonnes pratiques environnementales métiers. Donc, voilà, c'est un des exemples. Excuse-moi Florence, pour te compléter, effectivement, on va avoir en cours de mission, je vais reprendre l'exemple de la construction d'un bâtiment, on va avoir une démarche un petit peu plus poussive, un petit peu plus insistante. Il y a souvent un budget qui dirige l'opération, hein, comme souvent, mais derrière, on essaye de dire pourquoi pas utiliser cette solution. Derrière, il y a des subventions ou dans les solutions énergétiques, il y a aussi des C2E, il y a tout un tas de possibilités qui permettraient d'avoir potentiellement, ça ne marche pas à tous les coups bien sûr, hein, mais un matériel plus performant, plus efficace, qui à première vue est plus cher, mais derrière qui reviendrait potentiellement moins cher en tout cas pour le client final. Voilà, on essaye de vraiment pousser des solutions plus propres pour l'environnement et c'est pas toujours simple parce que aujourd'hui une des lignes directrices reste quand même le retour sur investissement. Donc si je peux me permettre de passer un message aujourd'hui, bien sûr que la rentabilité elle est importante pour l'entreprise, mais on pense sincèrement qu'on peut lier environnement et rentabilité, et même que ça pourra améliorer la rentabilité de l'entreprise à plus long terme. C'est sûr qu'à court terme, c'est un investissement plus conséquent selon nous. Et c'est vraiment ce qui rassemble effectivement toutes les sociétés à mission, c'est se dire que l'engagement peut être source de performance. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'obligation, hein, parce que je vois une question du coup, combien faut-il d'engagement? Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Je vois à peu près dans la pratique, tu me diras, mais je vois à peu près dans ce que je lis, ça va entre 3 et 5 engagements, à peu près autour de 5, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Et je me suis permis de mettre le lien sur l'Observatoire. Là, vous avez toutes les missions, donc raison d'être et engagement des 88 sociétés à mission en France. Voilà, c'est accessible sur le site. Donc là, vous avez de quoi faire. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'ont fait les autres. Bon, très bien. Très bien. Bon, je vois qu'il est 9h52. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de terminer du coup ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tous. Merci du coup Anne, merci Axel, merci Florence du coup d'avoir partagé du coup votre expérience. De rien. Merci pour l'invitation. J'espère qu'on a pu convaincre du coup parmi nos participants de nouvelles entreprises, Anne, qui viendront du coup nourrir cette communauté. Et puis je vous dis, je vous souhaite du coup une belle journée. Et puis à très bientôt alors. Et puis du coup n'hésitez pas, hein, du coup le support du coup va être en ligne et puis du coup les participants pourront également vous répondre. Donc merci à tous et puis du coup je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.